Bonjour tout le monde, Normand Boucher. Je me présente, je fais la présentation de mon bureau. J'ai des longs, je ne parle plus de cheveux gris, je parle de cheveux blancs maintenant, qui sont longs. Derrière ça, je porte des lunettes, puis je me déplace en fauteuil roulant, donc généralement, pour faire le lien avec ce qui a été mentionné plus tôt. Pour ce volet-là, contrairement à ce qui a été mentionné, je ne vous présente pas des résultats, mais je vous présente une démarche, un projet en cours concernant la fiscalité, la problématique, ses enjeux par rapport à ça. Il y a un lien à faire à ce que Evelyne a mentionné tantôt, notamment sous l'angle des coûts supplémentaires au fait pour réaliser des activités ordinaires, qu'on essaie de compenser d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est sous l'angle de la fiscalité à l'intérieur de ça, en soulignant que c'est un projet qui est réalisé avec et pour fin autonome, à l'intérieur de ça. Donc, on a vraiment développé ce projet-là en collaboration. Moi, j'ai mis un peu mon expertise de chercheur au service un peu du groupe qui avait une problématique en lien avec la fiscalité, la compréhension qu'on va voir dans cette présentation-là. Donc, on a développé en collaboration avec Fin autonome. Normand, est-ce que tu peux partager en mode présentation ton PowerPoint? Oui, oui. J'étais encore à l'introduction, François, c'est pas... Ah. Comme ça va? Ah, merveilleux, merci. Ben, vous m'entendez aussi, parce que je n'ai pas de casque au bureau, donc oui. Là. Donc, ce que je mentionnais, c'est que c'est un projet qui s'est construit en cours de route, qui est en cours actuellement. C'est pour ça qu'on est en période de recrutement, puis je vous présente un petit, à la fois la problématique, mais aussi certains enjeux qui sont liés à l'utilisation de la fiscalité par les personnes en situation de handicap. Donc, les thèmes qu'on va aborder, bien évidemment, le handicap, la fiscalité, le revenu, les coûts supplémentaires, puis la compensation. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. On se fait dire souvent, ça a déjà été fait. La preuve, ce matin, j'avais un courriel du professeur Leroux à l'Université de Laval, qui est à la retraite, mais qui a travaillé, et qui a vu passer notre projet, puis qui me disait que je connais aussi, qui avait travaillé sur un des premiers mandats qui avait été confié par l'Office des personnes handicapées dans les années 2000 avec François Blais, qui me partageait son rapport également par rapport à ce qui avait été fait, même s'il y a eu beaucoup de changements semble-t-il, dans la structure, dans le système. De ça, il y a des éléments qui sont encore intéressants par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a comme une utilisation qui est variée, qui est différente par rapport à la fiscalité, aux mécanismes qui existent sous différents angles par rapport à la compensation, qui vise spécifiquement les personnes qui ont des déficiences ou des incapacités. On se rend compte qu'on a fait des travaux sur l'amélioration du système, la compréhension, la littératie fiscale, tous ces aspects-là. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on se met du point de vue des individus. On veut connaître leur perception par rapport à cette fiscalité-là, par rapport à l'ensemble des mesures qui sont en place pour essayer de comprendre un peu. Le point de départ, c'est vraiment de comprendre pourquoi les gens utilisent moins des mesures fiscales qui existent pour compenser des coûts. Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous allez voir avec les définitions que je présente, parfois c'est un peu obtus par rapport à ça, évidemment. Il y a peut-être d'autres éléments qui sont aussi présents, qu'on veut connaître l'aspect plus qualitatif par rapport à ça. Donc, d'abord, le handicap, c'est un phénomène social pour moi. Cette dimension-là, on le décrit, c'est un phénomène qui regroupe un ensemble de réalités qu'on définit généralement au Québec. Pour plusieurs, vous êtes familiers avec le modèle. On parle de situation de handicap. Donc, on explique le handicap comme étant le résultat entre les facteurs, entre la personne et son environnement. C'est-à-dire de ça, qui va avoir un impact sur la manière dont on va participer socialement, de manière dont on va exercer nos droits à l'intérieur de ça. Une dimension importante, ce qu'on voit, c'est que c'est un résultat situationnel que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, c'est contrairement à d'autres, ce qu'on peut voir ailleurs dans d'autres pays, c'est pas un statut. C'est vraiment situationnel, le fait d'avoir des incapacités. On peut se retrouver en situation de handicap, comme sur la photo ici, quelqu'un en fauteuil roulant, qui se retrouve classique un peu, qui se retrouve devant un escalier pour accéder à un édifice ou pour accéder, par exemple, à un bureau de vote encore. Pour être dans le contexte, ça arrive encore parfois assez souvent. La fiscalité, c'est un domaine d'activité. Une définition assez simple ici qu'on retrouve dans le fisc québécois dans la langue française. Qui a pour objet les lois, les règlements. C'est une façon qu'on a pour choisir différentes formes de taxation et d'impôts. Ça peut être très complexe, mais c'est un moyen qu'on a utilisé de plus en plus depuis les années 80-90 pour différentes options. Il y en a énormément. On parle de, je ne vois pas la liste ici, mais il y en a plus spécifiques aux personnes qui ont des incapacités.
Je trouvais important de définir certains concepts par rapport à ce qu'on parle. Crédit d'impôt non remboursable. Pour plusieurs, si vous êtes très familier avec ça, vous faites vous-même vos rapports d'impôt. Hein. Il y a des enjeux derrière ça, ces volets-là. Donc, c'est un montant qui réduit ou qui annule l'impôt que vous devez payer. Hein. Crédit d'impôt remboursable, les enjeux, sommes qui vous sont versées, même si vous n'avez pas d'impôt à payer. Hein. Ça fait partie des revendications de plusieurs groupes à l'intérieur de ça. Donc, ça réduit de beaucoup l'efficacité, on va le voir dans la problématique plus tard, de ces crédits d'impôt-là. Une déduction, c'est un montant que vous pouvez soustraire dans le calcul de votre revenu net à l'intérieur de ça. Puis je trouvais, parce qu'il existe beaucoup de dépliants, de formules pour nous présenter c'est quoi qui existe, qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui existe comme mesure pour compenser ces volets-là. Parfois, il y a des confusions peut-être dans le langage utilisé. Donc, celui de Revenu Québec, par exemple, on parle du handicap ou de la capacité physique qu'on a. Donc, le handicap, c'est une forme de déficience à l'intérieur de ça, qui a un impact dans la réalisation de la vie quotidienne. C'est vraiment cette dimension-là qui est le point commun dans différentes mesures. C'est-à-dire que ça a l'impact dans la réalisation des activités quotidiennes. Et ça reste que parfois, il y a des définitions qui varient d'une mesure à l'autre ou d'un programme à l'autre à l'intérieur de ça, encore aujourd'hui, dans certains cas, ça peut avoir un impact sur l'utilisation qui est faite par rapport aux mesures de fiscalité. Je trouvais important de rappeler certains éléments, parce que l'idée de reconnaître qu'il y a comme des coûts supplémentaires au fait d'avoir des incapacités ou d'avoir des situations de handicap, ça remonte, la première, c'est de 1944. Une déduction qui était accordée aux revenus pour les personnes aveugles à l'époque en reconnaissance des dépenses additionnelles auxquelles ces personnes font face. Donc, on parle de déduction, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a un lien intéressant dans le développement des politiques canadiennes aussi, par rapport à la question du revenu. 85, cette mesure-là est élargie aux personnes qui ont des déficiences graves. 87, on passe d'une déduction qui devient un crédit d'impôt non remboursable. 88, c'est celui du Québec qui est mis en place. Puis je finis avec une autre date importante, c'est le projet de loi qui a été déposé en 2021 pour la prestation canadienne pour personnes handicapées également. Donc, on l'aborde vraiment sous l'angle du revenu ici. Donc, c'est un nouvel enjeu qui apparaît, qui émerge. Tu sais, on a celui au Québec qui va entrer en vigueur à partir de janvier, hein, qui a été mis en place aussi un revenu de base. Il y a un projet aussi canadien pour cet aspect-là, qui fait partie des éléments qu'on met en place pour, d'une certaine façon, compenser les coûts. Les analyses de la problématique du handicap. Les analystes, on se rend compte que le crédit d'impôt personnes handicapées est sous-utilisé au Canada. Ça, c'est les enjeux qu'on connaît, qui sont assez bien documentés. Chérie, qui est avec nous aujourd'hui, note que les crédits d'impôt non remboursables, ils ne sont pas utiles pour les gens qui ne travaillent pas ou le revenu n'est pas suffisant à l'intérieur de ça. Les besoins sont mal évalués, ce que Michael Prince nous mentionne, par rapport à cette dimension-là, par le législateur. On l'a vu un peu avec la variation dans les définitions aussi, qu'on rencontre dans différentes mesures. On se rend compte qu'il y a des variations. Le Québec est un peu distinct encore sur ce côté-là. Le Québec utilise moins les Québécois, les Québécoises utilisent moins les mesures fiscales que les autres citoyens canadiens, ce qu'on constate dans les résultats qui sont présentés. Puis, il semble-t-il qu'il y a des disparités en fonction entre le Québec et le Canada, mais aussi entre le genre et la langue, aussi selon les données qui sont disponibles. Donc, le projet en cours, ce qu'on vise, c'est vraiment, je vous disais tout à l'heure, c'est le point de vue des individus, qu'on veut documenter les perceptions, les connaissances des personnes qui ont des incapacités résidant au Québec à l'égard des mesures fiscales qui existent, mener des groupes de discussion avec des personnes également, puis produire une synthèse complète à l'intérieur de ça. Donc, il y a un aspect plus profil quantique qui est en cours, mais il y a aussi un volet de la grosse dimension, c'est vraiment mettre l'accent sur la perception qu'ont les gens par rapport à l'utilisation, aux effets que peut avoir la fiscalité. Est-ce que ça peut contribuer, par exemple, parce qu'on pense que c'est important pour réduire la pauvreté? Est-ce que c'est une variable qui peut être importante ou s'il est mieux les transferts directement aux personnes ou d'autres façons de procéder pour compenser ces coûts-là, des mesures, des programmes qui existent. On en a beaucoup, hein, on parle d'un peu plus de 200 au Québec, là, programmes et mesures qui visent d'une manière ou d'une autre les personnes qui ont des incapacités dans différents domaines. Ici, je trouve intéressant de reprendre cet élément-là. C'est une caricature qui a
c'est encore le cas aujourd'hui, hein, parce que c'est dans les années 70. C'est un journal Feu vert qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très actif à l'époque des années 70 dans la revendication, la création, je vous dirais, le développement des luttes pour l'accès à l'égalité. Hein, qu'on voit quelqu'un en fauteuil roulant qui est dans la caricature qui demande simplement ce qu'on veut, c'est l'égalité, c'est tout à l'intérieur de ça. Donc, c'est vraiment de quelle manière est-ce qu'on veut voir les enjeux. Je pense qu'il y en a qui sont très importants par rapport à cette dimension-là, parce que l'objectif ultime, c'est vraiment de contribuer à l'exercice des droits sur une base égalitaire, hein, en réduisant les coûts supplémentaires, parce que ces coûts-là ont un impact. Si on pense aussi, si on tient compte du fait que les gens ont des revenus plus faibles aussi, donc l'impact peut être encore plus important. Si vous décidez de jouer un rôle parental en plus, ces variables-là viennent influencer beaucoup votre qualité de réalisation, ce que j'appelle de vos activités ordinaires, donc simplement. Une préoccupation que j'ai aussi comme politologue ou sociologue, parce qu'au Québec, on a une orientation qui était de dire dans les années 70, dans ce contexte-là, c'est que le handicap et ce qui en découle, c'est une responsabilité collective. On a mis des mesures en place pour compenser qui ne fonctionnent pas toutes très bien, j'en conviens facilement, notamment dans certains domaines comme le soutien à domicile ou des trucs comme ça. Mais ce volet-là, est-ce que le recours, une question qu'on se pose, que je me pose, est-ce que le recours à une pratique fiscale peut contribuer à individualiser ces problèmes-là, la réponse aux besoins, plutôt, ou à la famille, hein, parce qu'on a tendance aussi à inclure aussi la famille, parce que la famille, tu retrouves souvent en situation de handicap, des personnes qui ont des incapacités. Donc, c'est un enjeu qu'on a là-dessus. Puis je pense qu'il ne faut pas, du point de vue politique, il ne faut pas l'oublier par rapport à ce volet-là. Donc, en conclusion, l'importance de concevoir le prise en charge coût supplémentaire qui fait appel à une responsabilité collective plutôt qu'individuelle, parce que c'est le phénomène, ce qu'on met de l'avant depuis plusieurs années, avec dans les différents travaux qu'on a faits, c'est que c'est une responsabilité collective dans la mesure où ça va, à un moment ou à un autre, toucher tout le monde. Ça va, à un moment donné, en vieillissant pour d'autres causes. De ça, c'est un phénomène qui vient, c'est un risque qu'on veut réguler dans le langage politique, dans la perspective collective à l'intérieur de ça. C'est un petit projet, hein, mais qui va ouvrir sur une réalité complexe, puis on souhaite générer de nouvelles interrogations, de nouveaux projets pour continuer. Voilà.